Il y a tout de même des limites de l'hiver, parce qu'il m'épargne votre spectacle. On devrait créer des brigades esthétiques. Il y a des visages qui deviennent des paysages. Celui de Jean Rochefort, avec sa moustache fine, ses yeux rieurs et sa voix feutrée, appartient à cette catégorie rare. Dans chaque rôle, il semblait poser un voile de légèreté sur le monde, comme si l'élégance pouvait servir de bouclier contre la vulgarité. Mais derrière le sourire d'Andy se cachait une rigueur tranchante. Rochefort ne se laissait pas séduire par tout. Il avait des refus nets, des colères calmes et des noms qu'il ne voulait tout simplement pas voir en peinture. À 86 ans, l'âge des confidences et des bilans, il osa dire tout haut ce que beaucoup taisaient. Non pas par méchanceté, mais par fidélité à une idée exigeante du cinéma et de l'art. Ce qu'il dénonçait, ce n'étaient pas des personnes en chair et en os, mais des choix, des styles, des manières de raconter qui, selon lui, abîmaient la grâce. L'homme qui aimait les chevaux et la parole précise refusait les facilités de plateau, la noirceur gratuite, l'humour appuyé. Il croyait que l'élégance était une discipline et que certains créateurs l'avaient trahi. Dans ce récit, nous allons suivre 5 épisodes de désaccord, 5 rencontres ratées, 5 fissures dans le miroir d'un gentleman du cinéma français. Il y aura l'actrice de télévision populaire dont il jugeait la magie trop fabriquée, le réalisateur de comédie qu'il accusa de paresse, le complice de tournage avec qui la discorde devint presque amicale, l'auteur austère dont il refusa de franchir l'univers sombre, et enfin, le cinéaste visionnaire d'outre-Manche dont l'aventure chaotique laissa Rochefort blessé dans son corps comme dans son rêve. Ce ne sont pas des rancunes hurlées, mais des refus posés avec élégance. Chacun de ces noms révèle une conviction profonde. Jean Rochefort ne transigeait jamais avec son idée du beau. À travers ces 5 visages qu'il ne pouvait pas voir en peinture, c'est le portrait d'un artiste fidèle à lui-même qui se dessine. Numéro 5, Mimi Mati. L'année 2013, alors que la télévision française baignait dans la popularité tranquille de séries familiales, Jean Rochefort lâcha une phrase qui fit l'effet d'un coup de sabre dans un salon trop calme. Invité sur un plateau, il déclara, avec ce mélange de sourire et de fermeté qui le caractérisait, qu'il n'aimait pas du tout Joséphine, Ange gardien, la série incarnée par Mimi Mati. À ses yeux, ce n'était pas de la fiction, mais une sorte de produit sucré, un divertissement qui se répétait à l'infini, sans surprise, sans audace. Pour comprendre ce choc, il faut se replonger dans le paysage télévisuel de ce temps-là. Joséphine, Ange gardien, c'était la France du dimanche soir. Des familles réunies, une figure bienveillante, qui résolvait des problèmes avec un sourire et un claquement de doigts. Mimi Mati était devenue une icône populaire, presque une tante universelle pour plusieurs générations. Et face à cette chaleur consensuelle, Rochefort, lui, portait la voix d'un certain cinéma, celui qui ose, qui gratte la surface, qui refuse le confort du tout cuit. Le contraste était saisissant. D'un côté, une actrice adulée, incarnant une France tendre et optimiste. De l'autre, un comédien au parcours jalonné de films exigeants, de pièces où la langue se faisait musique, de rôles où l'ironie voilait une réflexion profonde. Dans ce décor, ses propos prirent aussitôt une dimension de fracture culturelle. Ce n'était pas seulement Rochefort qui critiquait une série, c'était un monument du cinéma qui disait, en substance, que ce type de télévision nivelait par le bas. La réaction fut immédiate. La presse s'empara du sujet, certains criant à l'arrogance d'un acteur élitiste, d'autres saluant son courage de dire tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Mimi Mati, touchée mais digne, répondit avec douceur qu'elle pardonnait, rappelant que son intention n'avait jamais été d'offenser, mais simplement de divertir. Mais la brèche était ouverte. L'image d'un Rochefort intransigeant, fidèle à son idée d'un art qui doit élever plutôt que flatter, s'inscrivait dans les mémoires. Car derrière la polémique se cachait un débat plus vaste. Qu'est-ce que le rôle d'un artiste? Offrir du confort ou secouer la conscience? Jean Rochefort, en quelques mots, avait rouvert cette question vieille comme le théâtre. Et son nom désormais associé à celui de Mimi Mati devenait le symbole d'un clash de 2 visions du spectacle. La douceur contre la rigueur, la magie rassurante contre l'exigence du beau. Ce qui suivit ne fut pas un simple malentendu, mais un véritable séisme médiatique. Jean Rochefort, gentleman du cinéma, n'était pas homme à lancer des phrases à la légère. Quand il jugeait que Joséphine, Ange gardien, abîmait le goût, il parlait en esthète blessé. Pour lui, la télévision avait une mission, surprendre, élever, provoquer la réflexion. Or, dans cette série, il voyait surtout une formule répétée, une mécanique qui anesthésiait l'esprit
plutôt que de le réveiller. Mimi Mati, fidèle à son image d'ange protecteur, choisit la voie du pardon. Elle expliqua qu'elle comprenait la critique, mais que son rôle était d'apporter du réconfort aux familles, pas de bouleverser les consciences. Sa réponse, pleine de douceur, contrastait avec la netteté du propos de Rochefort. Et c'est là que résidait le nœud. Deux conceptions de l'art s'opposaient sans jamais se rejoindre. La presse s'en donna à cœur joie. Les titres parlaient d'un clash improbable entre la star de la télé populaire et le seigneur raffiné du cinéma français. Les éditoriaux opposaient l'art élitiste et la culture populaire, comme si l'un devait nécessairement mépriser l'autre. Mais Rochefort, dans ses interviews suivantes, nuança à peine. Il réitéra que, pour lui, certaines productions télévisuelles n'étaient rien d'autre que des produits industriels, et qu'il ne pouvait pas s'y retrouver. Ce refus, répété avec une calme obstination, marqua les esprits. Les uns le trouvèrent dur, arrogant, insensible à la joie simple que procurait la série. Les autres virent en lui un veilleur, un gardien de l'exigence, rappelant que l'art ne doit pas céder aux facilités du commerce. En réalité, Rochefort ne visait pas la personne de Mimi Mati, qu'il respectait, mais ce qu'elle représentait, une télévision rassurante, mais, à ses yeux, trop paresseuse. Ainsi, ce conflit, plus symbolique que personnel, entra dans la légende. Dans les salons et les cafés, on en parlait comme d'une querelle de deux mondes, celui de l'ange bienveillant et celui du chevalier ironique. L'écho dura des mois, renforçant l'image d'un Rochefort intransigeant, prêt à s'attirer des foudres pour défendre son idée de la beauté. Et lorsque la poussière retomba, il resta une impression glaciale. Jean Rochefort ne céderait jamais sur la question du goût. Avec un sourire discret, il fermait le dossier en murmurant que, pour lui, il n'y avait décidément aucune peinture à contempler dans ce tableau-là. Numéro 4. Fabienne Antoniante. Au tournant de l'année 2013, Jean Rochefort accepta de rejoindre la distribution d'un film au parfum populaire, Turf, signé par Fabien Antoniante. Le réalisateur n'était pas un inconnu. Il avait déjà marqué le public avec des comédies comme Camping ou Jet Set, des fresques légères, bruyantes, portées par l'esprit de bande et l'humour accessible. Rochefort, lui, venait d'un tout autre horizon. La diction précise, la légèreté raffinée, la subtilité des dialogues. Quand on annonça sa présence dans Turf, beaucoup furent surpris, presque amusés. Que pouvait bien faire le gentleman des planches et des films d'auteur dans une farce sur les parieurs et les hippodromes? La réponse, c'est que Rochefort aimait les chevaux, le monde des courses, les coulisses des écuries. Ce détail biographique, connu de ses proches, permit à Antoniante de le convaincre. On promit un scénario drôle, ancré dans un univers qu'il affectionnait, et une aventure collective qui pourrait séduire un large public. Rochefort, par curiosité, dit oui, comme on tente une escapade en terrain étranger. Mais dès les premiers jours de tournage, l'écart de sensibilité apparut. Le plateau respirait la comédie de masse, blagues répétées, dialogues appuyés, gags visuels calibrés pour arracher des rires rapides. Rochefort observait, amusé, puis inquiet. Il voyait le monde du turf, qu'il aimait profondément, réduit à des clichés. Les chevaux devenaient prétexte à des plaisanteries, les parieurs caricatures de comptoir. Là où il imaginait une élégante variation autour de la passion hippique, il découvrait une mécanique comique où l'excès primait sur la nuance. La distance entre lui et Fabien Antoniante se creusa au fil des scènes. Le réalisateur, convaincu que sa formule faisait recette, poussait les acteurs vers la caricature. Rochefort, avec son œil de vieux cavalier, murmurait que le cinéma pouvait être drôle sans être gras, léger, sans être vulgaire. Mais ces remarques, polies, semblaient tomber dans le vide. Au milieu du tumulte, Rochefort restait droit, comme un cavalier sur sa monture. Il faisait son travail, prononçait ses répliques, mais on devinait qu'il n'était pas du voyage. L'élégance de son jeu contrastait avec l'hystérie ambiante, comme un pur sang perdu dans une course de poney. Ce contraste, bientôt, éclaterait au grand jour, et la querelle silencieuse entre l'acteur raffiné et le réalisateur populaire prendrait des airs de fracture publique. Lorsque le film Turf sortit en salle, l'écart entre l'attente et la réalité éclata comme une bulle trop gonflée. La critique, unanime, parla d'une comédie poussive, sans souffle, incapable de trouver son rythme. Pour Jean Rochefort, ce fut une confirmation douloureuse. Il avait senti, dès le tournage, que l'élégance s'était noyée dans le vacarme, que la comédie n'avait retenu que la lourdeur, oubliant la musique fine des situations, et il ne garda pas son malaise pour lui. Avec une sincérité glaciale,
Il déclara que le film représentait tout ce qu'il n'aimait pas dans le cinéma populaire. Fabien Antoniante, habitué au succès de foule, encassa difficilement ses paroles. Pour lui, Turf n'était qu'une tentative de prolonger l'esprit de ses comédies précédentes, de faire rire un public large sans se prendre au sérieux. Mais Rochefort, gentleman exigeant, voyait là une trahison du monde des courses hippiques, qu'il connaissait comme un jardin secret. À ses yeux, réduire les turfistes à des clones et les chevaux à de simples accessoires, c'était insulter une passion noble. L'opposition devint rapidement un symbole. La presse titrait sur le clash entre cinéma populaire et cinéma raffiné. Les spectateurs eux-mêmes semblaient divisés. Certains riaient malgré tout, d'autres se plaignaient d'une farce ratée. Rochefort, fidèle à sa ligne, ne plia pas. Pour lui, l'art, même quand il s'adresse au plus grand nombre, doit garder une forme de tenue. Sa voix résonnait comme celle d'un veilleur solitaire, refusant de céder à la complaisance. Dans les interviews, il eut cette formule qui claqua comme un verdict. C'est un film qui m'a confirmé qu'il vaut parfois mieux rester à l'écurie. Une phrase froide, presque cruelle, mais révélatrice. Derrière l'humour, il y avait un désaveu total. Il n'attaquait pas seulement un film. Il rejetait une vision du cinéma, celle qui privilégie la recette au détriment de la sincérité. Et dans ce refus, Rochefort réaffirmait sa vérité. Il valait mieux être minoritaire dans la fidélité, au goût que majoritaire dans la facilité. Pour lui, Turf n'était pas une aventure ratée, mais une leçon, une preuve que la distance entre lui et Fabien Antoniante était infranchissable, comme deux cavaliers qui n'avancent pas sur la même piste. Numéro 3. Édouard Baer. Édouard Baer et Jean Rochefort semblaient, à première vue, pouvoir s'entendre. L'un incarnait la fantaisie parisienne, l'art du verbe étincelant, la désinvolture bohème, l'autre portait la rigueur élégante, la précision d'un acteur qui savait transformer une phrase banale en réplique d'orfèvre. Ils se croisèrent notamment sur le plateau de Turf, et ce fut comme deux univers qui se frôlaient sans jamais vraiment se fondre. Bailly, avec ses improvisations flamboyantes, ses tirades qui débordaient des dialogues, fascinait le public par une énergie imprévisible. Rochefort, lui, aimait l'ordre, la ligne claire, le respect du texte comme une partition. Dans un film où tout se voulait débrider, la cohabitation entre ces deux sensibilités produisait des étincelles. On raconte que Rochefort, derrière ses lunettes teintées, observait le jeune complice avec une tendresse amusée, mais aussi une réserve palpable. Il admirait le talent, mais redoutait la dispersion. Ce contraste se voyait jusque dans les pauses. Bailly multipliait les anecdotes, faisait rire l'équipe, improvisait des monologues dans les coulisses comme au théâtre de l'absurde. Rochefort, plus discret, préférait l'humour sec, la remarque subtile, le mot lancé comme une flèche silencieuse. Autour d'eux, l'équipe oscillait entre ces deux pôles, la tempête joyeuse de Baïse et la retenue aristocratique de Rochefort. Leur relation n'était pas hostile, loin de là. Il y avait même une complicité étrange, faite de respect mutuel et de perplexité. Rochefort reconnaissait la vivacité de Baer, sa capacité à charmer un auditoire. Mais il craignait que cette verve, mal canalisée, devienne une fuite, une dispersion qui abîme le cinéma. Baer, de son côté, voyait en Rochefort une figure paternelle, mais trop attachée aux règles d'un autre temps. Ainsi, sur le tournage de Turf, ce fut moins une querelle qu'un dialogue de sourds, deux façons de voir l'art qui coexistaient sans jamais s'accorder. Rochefort n'éleva jamais la voix, mais ses silences en disaient long. Et Baer, fidèle à lui-même, continuait à jouer du verbe, comme s'il fallait remplir chaque instant de parole. Dans cette rencontre, on percevait déjà la graine d'une discorde plus explicite, celle où le respect s'habille d'agacement, où l'admiration devient soupir. Car entre le bohème indomptable et le gentleman exigeant, il n'y avait pas de terrain commun, seulement une coexistence fragile. La querelle entre Jean Rochefort et Édouard Baer n'éclata jamais comme une tempête, mais se déploya dans les nuances, comme une partition où chaque note sonnait faux à l'oreille de l'autre. Rochefort en parla plus tard avec cette formule polie mais tranchante, « une querelle entre nous ». 3 mots qui, sous leur légèreté apparente, dissimulaient une vraie fracture. Sur le tournage de Turf, Baer aimait bousculer les dialogues, inventer des répliques, repousser les limites de l'improvisation. Pour lui, le cinéma devait rester un terrain de jeu, une fête permanente où l'imprévu était roi. Rochefort, lui, voyait dans cette liberté une menace. À ses yeux, improviser sans cadre revenait à désaccorder un orchestre.
le spectateur risquait d'entendre du bruit là où l'on attendait de la musique. Leurs échanges devinrent alors de petites passes d'armes. Baillet lançait une tirade imprévue. Rochefort répliquait par un silence lourd, parfois ponctué d'un regard ironique qui valait toutes les réprimandes. Sur un autre plateau, ce décalage aurait pu passer inaperçu, mais ici, la presse flairait l'anecdote, et le récit de cette querelle se propagea vite comme une rumeur savoureuse. Ce qui frappait, c'était l'absence de haine. Rochefort ne méprisait pas Baer. Il voyait en lui un talent indéniable, mais trop dissipé. Baer, de son côté, ne rejetait pas Rochefort. Il admirait son élégance, tout en s'irritant de ses règles strictes. Le conflit relevait moins de la personne que de la conception de l'art. D'un côté, la rigueur classique, de l'autre, la fantaisie incontrôlée. Dans une interview, Rochefort lâcha cette phrase glaciale. « Je l'aime bien, mais nous ne chevauchons pas le même cheval. » Tout était dit. Le cheval, métaphore chère à l'acteur, incarnait l'art qu'il respectait. Un animal noble, qu'on doit monter avec discipline et justesse. Baillet, à ses yeux, montait sans selle, courant dans tous les sens, au risque de chuter. Ainsi se scella leur distance. Une admiration teintée d'agacement, une complicité fragile marquée d'un sourire un peu crispé. Entre le bohème et le gentleman, la passerelle resta suspendue, sans jamais devenir un pont solide. Et Rochefort, fidèle à lui-même, préféra garder la bride ferme plutôt que de céder au galop imprévisible. Numéro 2. Michael Haneke. En 2012, le Festival de Cannes consacra le cinéaste autrichien Michael Haneke avec la Palme d'Or pour Amour. Le film, porté par Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, bouleversa le jury et une partie du public par son réalisme cru et son exploration implacable de la vieillesse, de la maladie, de l'agonie. Mais Jean Rochefort, fidèle à son franc-parler, fit entendre une dissonance dans ce concert d'éloges. Dans une interview, il confessa avec un calme désarmant qu'il refusait de voir le film. La formule, lapidaire, résonna comme un refus d'obéissance. À un âge où l'on pardonne souvent tout au chef-d'œuvre consacré, Rochefort s'érigea en contrepoint. Pour lui, l'art ne devait pas se complaire dans l'obscurité totale. Sa phrase tombait comme une gifle polie. « Je n'ai pas envie de voir ce film. » Cette position surprit beaucoup. Comment un monument du cinéma français pouvait-il ignorer une œuvre célébrée comme un sommet d'humanité? Mais derrière ce refus se dessinait une cohérence. Rochefort n'aimait pas la cruauté, ni la froideur qu'il percevait dans le cinéma de Haneke. Déjà, ses précédents films comme Funny Games ou Le Ruban Blanc l'avaient laissé sceptique. Trop de dureté, trop de glaçons dans l'image, pas assez de chaleur. Ce rejet, il ne l'exprima pas dans la colère, mais dans un sourire triste, presque mélancolique. On devinait qu'il redoutait moins le film que la noirceur qu'il portait. Rochefort, qui avait traversé la vie avec élégance et humour, ne voulait pas qu'on l'entraîne dans une vision implacable de la fin. Pour lui, la vieillesse pouvait être racontée autrement, avec nuance, avec pudeur, avec lumière. Ainsi naquit un contraste saisissant. D'un côté, Haneke, célébré pour sa rigueur glaciale, de l'autre, Rochefort, refusant de se soumettre à cette esthétique de l'angoisse. La presse fit ses choux gras de cette sortie, parlant de l'acteur qui osa dire non à la Palme d'Or. Mais derrière le scandale, il y avait une fidélité à soi. Jean Rochefort restait ce chevalier du goût qui préférait détourner les yeux plutôt que de se trahir. Lorsque Jean Rochefort annonça qu'il ne verrait jamais Amour, les réactions se multiplièrent aussitôt. Certains y virent une provocation, d'autres une preuve d'élitisme. Mais ceux qui connaissaient vraiment l'homme savaient qu'il s'agissait avant tout d'un acte de fidélité à son propre regard sur l'art. Pour lui, le cinéma devait offrir une échappée, une respiration, même dans les récits les plus sombres. Or Haneke, avec sa mise en scène glaciale et son refus de toute consolation, représentait l'exact contraire. Rochefort expliqua que ce qu'il redoutait, c'était l'obsession de Haneke pour la souffrance nue, filmée sans détour, presque avec cruauté. Il refusait d'entrer dans un univers où la douleur devenait spectacle. Sa phrase résonnait comme une condamnation douce, mais irrévocable. « Je ne veux pas m'infliger cela. » C'était la frontière qu'il traçait, avec l'élégance d'un homme qui choisit ce qu'il accepte de regarder. Ce geste fut interprété de 1000 manières. Les admirateurs de Haneke crièrent au scandale, accusant Rochefort de fermer les yeux sur une œuvre capitale. Mais d'autres, notamment parmi ses contemporains, saluèrent son courage.
Il fallait une certaine noblesse pour oser dire non à la mode, pour refuser la tyrannie du consensus. En affirmant son désaccord, il rappelait que l'art reste une affaire intime, que l'on a le droit de ne pas franchir certaines portes. La presse s'enflamma. On titra sur « l'élégant acteur qui refuse la Palme d'Or ». On monta en épingle une opposition entre deux visions, l'esthétisme rigide de l'Autrichien et la grâce légère du Français. Mais Rochefort ne cherchait pas à créer un duel. Il se contentait de défendre une idée simple. Le cinéma n'a pas besoin d'ajouter de la douleur à la douleur. Il pouvait, même en traitant de la faim, garder une lumière, un sourire, une poésie. Au fond, son refus de Haneke disait beaucoup de sa propre philosophie. Il croyait à un art qui soigne au lieu de punir, qui élève au lieu d'enfoncer. En tournant le dos à Amour, il ne rejetait pas seulement un film, mais une manière de concevoir le cinéma. Et dans ce geste tranquille, il laissait une leçon glaciale. Même au sommet, même face au triomphe des autres, un artiste a le droit de dire « non ». Numéro 1. Terry Gilliam. Parmi toutes les aventures de Jean Rochefort, il en est une qui tient du mythe maudit, celle de l'homme qui tua Don Quichotte, le projet insensé de Terry Gilliam. Nous sommes à l'an 2000. Rochefort, âgé de 70 ans passés, accepte d'endosser le rôle de l'hidalgo fou, celui qui chevauche contre les moulins avec une grandeur tragique. Le choix paraît évident, sa silhouette longiligne, son visage buriné, sa voix à la fois grave et ironique, tout le désigne comme l'incarnation parfaite du chevalier errant. Le tournage commence en Espagne, dans le désert d'Almeria. Mais très vite, le destin s'acharne. Des orages violents transforment le décor en marécage. Les avions militaires qui survolent la zone rendent le son inutilisable. Et surtout, Rochefort souffre d'une hernie discale. Monter à cheval devient une torture, et chaque mouvement lui arrache une grimace de douleur. Le film, censé être une épopée flamboyante, se transforme en naufrage. Terry Gilliam, réalisateur visionnaire mais obstiné, refuse de renoncer. Il tente de maintenir le projet à flot, malgré les catastrophes qui s'enchaînent. Mais Rochefort, brisé physiquement, finit par déclarer forfait. Son départ scelle la fin du tournage. En quelques semaines, l'homme qui tua Don Quichotte devient un mirage. Ce désastre sera immortalisé dans un documentaire au titre éloquent, Lost in La Mancha. Pour Rochefort, l'expérience laisse une blessure intime. Lui qui aimait les chevaux, qui avait préparé son rôle avec soin, se retrouve trahi par son propre corps et prisonnier d'une aventure chaotique. La douleur physique, ajoutée au chaos logistique, transforme ce rêve en cauchemar. Et dans son regard se lit une déception immense. Celle d'un acteur qui croyait à la poésie, mais qui découvre l'impossibilité de la saisir dans un tourbillon d'accidents. Ce fut, pour lui, une des grandes désillusions de sa carrière. Non pas parce qu'il doutait du talent de Terry Gilliam, mais parce qu'il mesurait l'écart entre la vision grandiose et la réalité cruelle. Ce Don Quichotte manqué devint une métaphore. Parfois, même les rêves les plus beaux se brisent avant d'avoir pris leur envol. Après l'abandon du tournage de L'homme qui tua Don Quichotte, la relation entre Jean Rochefort et Terry Gilliam prit une teinte amère. Le réalisateur, connu pour son obstination visionnaire, continua pendant près de 20 ans à tenter de ressusciter son projet. Il changea d'acteur, de producteur, de lieu, mais l'ombre du premier échec, avec Rochefort en Don Quichotte, resta suspendue comme une malédiction. Rochefort, de son côté, n'en parlait qu'avec une ironie glaciale. Dans ses entretiens, il évoquait cette expérience comme un cauchemar à ciel ouvert. Il ne rejetait pas Gilliam comme homme, mais il ne pouvait pardonner la violence du tournage. Les conditions absurdes, le corps brisé, l'impression d'avoir été emporté dans un tourbillon incontrôlable. Pour un acteur habitué à la précision, à la rigueur, l'aventure avait pris des allures de chaos, et ce chaos lui était insupportable. La presse se régala de cette histoire. Lost in La Mancha, le documentaire tourné par hasard sur le plateau, montra au monde entier la déroute, un réalisateur dépassé, un acteur souffrant, un tournage frappé par une suite de malchance. Rochefort y apparaissait fragile, presque spectral, loin de l'élégance qu'on lui connaissait. Le public découvrait alors un homme prisonnier d'un rêve trop grand pour être porté. Gilliam, obstiné, continua à défendre sa vision, affirmant que Rochefort avait été un Don Quichotte idéal, mais que le destin avait décidé autrement. Rochefort, lui, se mura dans un constat sobre. C'était impossible. Derrière ces mots, il y avait toute la désillusion d'un artiste qui avait cru à une grande aventure et qui n'y avait trouvé que la douleur. Ce qui rendit l'affaire encore plus cruelle,
c'est que Rochefort mourut sans voir ce film achevé. Gilliam finit par réaliser son Don Quichotte en 2018 avec Jonathan Pryce dans le rôle principal. Mais pour ceux qui avaient connu l'histoire, le seul vrai Don Quichotte manqué restait Jean Rochefort. Son départ prématuré du projet, forcé par la souffrance, devint une légende dans la légende. Ainsi, ce conflit silencieux entre l'acteur et le cinéaste résumait l'inconciliable. D'un côté, la folie créatrice qui croit que tout est possible. De l'autre, la lucidité d'un acteur qui sait que le corps a ses limites. Rochefort, en quittant ce plateau maudit, laissa derrière lui une image glaciale, celle d'un chevalier qui ne put lever sa lance, terrassé non par un moulin, mais par le poids cruel du réel. Au soir de sa vie, Jean Rochefort gardait ce mélange unique de légèreté et de fermeté. À 86 ans, il osa révéler les 5 artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Ce n'était pas une liste de rancunes, mais une carte secrète de ses refus. Derrière chaque nom, il y avait moins un conflit personnel qu'une fidélité à son idée du beau. Ne jamais céder à la facilité, refuser la lourdeur, détourner le regard de la cruauté gratuite, se méfier des rêves trop grands pour être incarnés. En évoquant Mimi Mati, il dénonçait une télévision qui apaise mais qui, selon lui, abîme l'exigence. Avec Fabien Antoniante, il rejeta l'artifice d'une comédie calibrée. Face à Édouard Baer, il montra combien l'improvisation sans bride pouvait l'agacer. En refusant Haneke, il traça une frontière entre l'élégance et l'angoisse. Et dans Le naufrage de Terry Gilliam, il laissa apparaître la blessure d'un rêve brisé. Ses refus, loin de ternir son image, renforcèrent son aura. Il rappelait que la grandeur d'un artiste tient aussi à ses « non », car dire non, c'est protéger une certaine idée de l'art, une certaine idée de soi. Rochefort ne cherchait pas à plaire à tous. Il cherchait à rester fidèle à une ligne invisible, celle de l'élégance, du tact, de la mesure. Aujourd'hui encore, son regard malicieux et sa voix posée résonnent comme un écho. À travers ces 5 noms, c'est le portrait d'un homme qui savait, mieux que personne, qu'un acteur ne vit pas seulement de ses rôles, mais aussi de ses refus. Jean Rochefort s'en est allé en gentleman, laissant derrière lui non pas des rancunes, mais une leçon. L'art, pour demeurer, doit rester fidèle à une exigence.